Bonjour Bernard, merci de nous recevoir chez toi et de bien vouloir répondre à nos questions pour que les frères de la GLTSO puissent mieux te connaître. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu es rentré en franc-maçonnerie? Moi, c'est un homme que j'ai rencontré, qui était un producteur de radio, qui travaillait avec moi au début de mon parcours dans la musique, et qui m'a parlé de la maçonnerie en me disant ça répondra à toutes les questions que tu te poses sur le plan de la mystique, etc. Parce qu'il y a une maçonnerie qui est chrétienne, et ça pourrait te correspondre formidablement. Et bizarrement, ça fait partie de ce que Brel appelait les imprudences nécessaires. J'ai eu cette imprudence folle de croire en ce monsieur et de dire, eh ben, j'y vais aller. Ça a pris 1 an, le parcours. Et puis un beau jour, il m'a dit, ben voilà, tu vas rencontrer des gens, on va te poser des questions. Et puis après avoir répondu à ces questions, on va débattre entre nous de savoir si tu dois rentrer ou pas. Et ils ont eu cette imprudence, eux aussi, de considérer que je pouvais peut-être rentrer. Ma réception s'est passée le 25 janvier 1967, rue de la Condamine, aux alentours de 20h. Il faisait froid et j'avais eu la trouille de ma vie. Voilà. Pourquoi tu t'es laissé tenter? Qu'est-ce que tu es venu chercher en franc-maçonnerie? J'étais dans un parcours où finalement ma famille était assez opposée à la maçonnerie, mais j'ai cru profondément à ce que me disait cet homme en qui je croyais profondément et qui est devenu par la force des choses mon véritable parrain. Il m'a dit mais la maçonnerie c'est chrétien. C'est essentiellement une maçonnerie, elle est d'origine chrétienne et la maçonnerie que je préconise pour toi, c'est une maçonnerie qui n'est pas beaucoup pratiquée. C'est le rite écossais rectifié qui est un rite éminemment chrétien. J'ai dit chrétien, c'est très bien. Et quand je suis arrivé, j'ai été très heureux tout de suite. Le bonheur est quelque chose qui a toujours été important pour moi en maçonnerie. Je le vois avec le recul. Je crois que faire confiance à un parrain, c'est essentiel. Si on ne fait pas confiance à son parrain, à qui va-t-on faire confiance? Et c'est lui qui va nous guider. Or, il se trouve que j'ai eu une chance absolument extraordinaire. C'est que quand on m'a retiré ce fameux bandeau, il y avait là 4 personnages sur un hôtel d'Orient. Il y avait celui qui m'avait évidemment demandé de venir, qui était le vénérable en chair à l'époque, qui était donc Roger Bouillot. Et puis, il y avait 3 autres personnages incroyables. Et ces 3 autres personnages, c'était les 3 fondateurs de notre obédience. Et ils avaient nom Vincent Plante, Pierre Fanot et Pierre Massiou. Alors est-ce que le fait que tu étais de tradition chrétienne et que tu sois pratiquant, ça n'a pas posé de problème? Tu as pratiqué un rite un peu particulier, le rite écossais rectifié. Comment tu as vécu cette découverte du rite écossais rectifié? Je suis arrivé dans ce rite, et ce rite m'a un peu déconcerté, parce que, effectivement, assez rapidement, au premier, au deuxième grade, et plus fortement au troisième et après, on s'aperçoit quand même qu'il y a une vibration chrétienne qui est indéniable, et il y a la présence surtout extraordinaire de ce personnage qui s'appelle Jésus-Christ, dont le visage va apparaître de plus en plus comme un petit peu dans le bac du photographe à l'époque de l'argentique où on voyait arriver la photo qui se révélait. C'est un petit peu ça au rite écossais rectifié. Au premier grade, on voit pas beaucoup. Au deuxième, ça commence. Au troisième, ça commence à prendre une certaine dimension. Quand on rentre au RER, on devrait commencer d'abord aux gens à leur donner des cours de diction, si je puis bien le dire ainsi. Parce que ce rite nécessite la diction et la vibration qu'on doit donner aux mots. Ceux qui pratiquent le rite écossais rectifié savent qu'il n'y a pas de musique au rite écossais rectifié. Et la musique, elle est dans les mots, elle est dans les silences, elle est dans la gestuelle, elle est dans le rythme que l'on donne. Et très très vite, le musicien que je suis a certainement senti ça. Et je me suis totalement investi là-dedans. Et j'ai découvert, et je me suis dit, mais c'est formidable. Et quand j'ai été vénérable maître, mais naturellement, même le premier jour où j'ai fait ma première réception d'un profane, j'étais dans le truc, quoi. Je disais les mots, je les faisais vibrer. Parce que Villermoz est un génie, c'est Mozart, ce mec-là. C'est Mozart, ce mec. Alors
Alors tu as parlé de l'exigence du rite écossais rectifié, de l'application, mais ça existe également dans les autres rites. Ce rite est un rite qui est tout à fait spécifique. Je pense que c'est le rite qui a la plus incroyable ressource d'énergie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand je vois d'autres rites, quand je me retrouve, pas dans les rites anglo-saxons, puis il n'y a pas de chaîne d'union, bien sûr, mais quand je pratique le rite ancien accepté ou le rite français, je sens, quand le rite est bien pratiqué, cette notion de force, d'énergie, etc. Mais elle est infiniment moins évidente que dans le rite écossais rectifié. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est la même chose dans les autres rites? Qu'il faut respecter, qu'il y a une musique dans les mots aussi, il y a un rythme? Ce que je dis de la nécessité de travailler, de répéter et de donner toute son importance aux partitions que sont nos rituels. Alors, il y en a d'autres, il y a des partitions qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense que la partition du RER, elle implique beaucoup plus les gens. Alors que la partition du rite français est plus simple, mais elle est toujours aussi importante. Et je pense que tous les rites, et je pense que les rites anglo-saxons notamment, je pense au rite de style émulation, mais à plus forte raison au rite standard d'Écosse, où tout est fait par cœur, quoi. C'est incroyable, l'importance des mots, c'est essentiel, quoi. Nos rituels sont des partitions. Sont des partitions, voilà. On a l'obligation de les pratiquer comme les musiciens, les vrais musiciens, travaillent les partitions qu'on leur donne à jouer. Le rite écossais rectifié, c'était le rite unique de création de notre obédience. Et quelque temps après, il y a eu deux autres rites qui ont été apportés, le rite français, le rite émulation. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis jeune frère, au début je ne savais même pas qu'il y avait d'autres rites. Hein. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Pierre Fanot, qui était quand même un de nos fondateurs, et je lui ai dit, mais enfin Pierre, je ne comprends rien, je le raccompagnais souvent en voiture, puis on avait des grandes discussions. Je lui ai dit, je ne comprends rien du tout. Explique-moi, on a bien créé l'obédience pour le rite écossais rectifié? Il me dit, absolument. Mais je lui dis, mais pourquoi alors, 1 an ou 2 ans après, vous avez fait rentrer tout de suite, vous avez créé une loge du rite français traditionnel, une loge émulation, et il m'a répondu cette chose absolument extraordinaire, qui m'a laissé pantois. Il m'a dit, mais Bernard, si on n'avait pas ça, on serait devenu une secte. On serait devenu une secte. D'ailleurs, nos 3 fondateurs ont tous été reçus au rite émulation. Hein. Ils ont découvert après le rite écossais rectifié, qui est un rite absolument formidable. Ça fait partie du manifeste de 58, où on parle de la maçonnerie la plus universelle qui soit. La possibilité de ce bonheur maçonnique qui consiste à pouvoir fréquenter d'autres frères et d'autres sœurs également. Bon, et ils ont voulu ça, et je pense que notre obédience, elle s'est enrichie. Et on le voit bien, non seulement elle s'est enrichie de l'extraordinaire richesse des autres rites, qui sont absolument complémentaires, et tous ces rites-là, à un moment ou à un autre, se retrouvent. C'est cette merveilleuse symphonie à l'humanisme, mais également l'ouverture vers les autres obédiences, dont notre obédience est véritablement un très bel exemple. Nous sommes respectés par toutes les autres obédiences et aimés et admirés par les autres obédiences parce que, justement, on a ce sens extraordinaire de la pratique pluri-obédientielle qui est un véritable bonheur absolu, quoi. Comment tu as vécu toutes ces responsabilités qui t'ont été confiées et que tu n'avais vraisemblablement pas demandées? J'ai commencé ma carrière de conseiller fédéral en 1993. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses. C'était une fonction très très importante. On avait un rôle de conseiller, bien sûr, mais on avait un rôle d'exemplarité aussi. Au départ, moi, j'ai toujours la tendance à dire, mais est-ce que je le mérite et tout. Et puis, bon, quand il s'agit de gens en qui on a confiance totale et qui vous donnent l'exemple de la responsabilité depuis plusieurs années, si c'est eux qui vous le demandent, il faut se poser la question. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on est là pour servir, quoi. C'est la grande dimension, c'est ce mot magnifique que je redis souvent dans ce déjeuner que j'avais, quand j'en avais plusieurs, avec Vincent Planck, et où je lui ai dit, mais je commençais à avoir des fonctions fédérales. Mais finalement, Vincent, on est là pourquoi en maçonnerie? Il m'a pris la main, il m'a regardé dans les yeux avec ses yeux bleus absolument incroyables, et il m'a dit cette phrase de son ton bourru. Alors lui, c'était un homme d'une finesse incroyable. Il m'a mis la main sur il m'a dit, mon gars, on est là pour servir. On doit servir quand même en respectant des règles
qui sont des règles d'une obédience. Alors, il y a les règles maçonniques, les règles ritueliques, mais il y a les règles d'organisation d'une obédience. Et ce sont des règles qui sont très très souvent marquées de principes de management tout à fait fondamentaux et parfaitement profanes. Et on ne peut pas déroger à cela. J'ai essayé d'appliquer ce que j'avais pu apprendre dans le domaine profane, à diriger une grosse entreprise, et bien d'essayer d'appliquer cela à la maçonnerie. Et ça commence déjà au Vénéralin, hein, parce que qu'est-ce que fait un vénérable maître? C'est un manager. Hein. D'abord un manager, il y a pas de forte raison quand on est grand maître adjoint, quand on devient grand maître, on est obligé de passer par là, et c'est une fonction formidable parce que c'est pas simple, hein, et c'est marrant parce que moi j'ai vécu beaucoup de moments difficiles dans mon parcours de fédéral, et puis quand je suis arrivé à la grande maîtrise, j'ai réalisé peut-être tout ce que j'avais vécu avant. La première chose que j'ai dite, quand on m'a demandé de dire quelques mots, j'ai parlé, j'avais rien préparé, j'ai parlé du bonheur. Et j'ai dit à vos frères, mes frères, vous rentrez en maçonnerie pour être heureux. Et il se trouve que les textes le disent aussi. Je ne vais pas revenir sur les textes de Villermoz, qui associent bienfaisance, bonheur, bonheur, bienfaisance, bienfaisance, bonheur. Voilà. Mais c'est après avoir vécu des choses, et je me suis senti, sans aucune dimension messianique, ni quoi que ce soit, mais je me suis senti investi d'une responsabilité tout à fait essentielle, qui consistait à faire en sorte que, à travers toutes les actions qu'on pouvait mener sous ma direction, mais avec tous les gens, parce qu'on ne fait rien tout seul, déjà de créer une équipe autour de soi, que les gens aient la banane quand ils le font. Il n'y a aucune honte à être heureux quand on pratique la maçonnerie, putain, c'est un vrai bonheur. Et ben voilà, on va essayer de le faire, et puis je me suis aperçu avec joie que mes successeurs ont fait beaucoup mieux que moi. J'aimerais que l'on continue un petit peu cette discussion, cet échange, on va dire, sur ton parcours de ta grande maîtrise adjointe, comment tu l'as vécu, et également comment tu as vécu ton poste de visiteur général. Quand on est grand maître adjoint, là, on commence à pratiquer tous les rites. Et on se retrouve avec des responsabilités de tout un secteur qui peut couvrir quelque chose comme 40 loges, 50 loges. Et on a en plus la responsabilité de donner de la confiance et de l'énergie à des conseillers fédéraux pour faire en sorte que ces frères qui sont là à côté de vous pour vous aider à faire bien votre travail puissent apporter à nos loges tout le besoin qu'elles peuvent avoir, tous les services et tous les conseils possibles et imaginables. Et puis ça, sur le terrain, grand maître adjoint, on voit véritablement ce qui se passe. J'ai eu deux grands secteurs. J'ai eu le secteur où j'ai sévi le plus longtemps. J'avais les loges de Bretagne et j'allais jusqu'à Strasbourg. Et c'était formidable parce que j'ai vu tous les cas de figure. Et j'ai vu des loges, effectivement, où les gens se déchiraient, j'ai vu les scissions. Et mon rôle, ça a été de conforter mes conseillers fédéraux, de leur transmettre un petit peu ce que j'avais vécu en leur disant « vous laissez pas abattre ». Et puis, pendant 1 an, j'ai remplacé un frère comme grand maître adjoint qui était Jean Dubert. On va dire c'était un secteur qui allait de La Rochelle à Biarritz et de Perpignan à Clermont-Ferrand, quoi. Et j'avais un secteur énorme, quoi, qui était le secteur du sud-est et d'une partie du sud-ouest. Et là, j'ai perçu déjà un truc où il y avait des gens qui ne comprenaient pas que l'obédience, c'est tout. Je suis désolé, s'il n'y a pas de loge bleue, il n'y a personne au-dessus. Donc l'obédience, elle est au-dessus de tout. Et moi, j'ai imposé ça. Et j'y suis arrivé. Et les gens ont compris les choses. Et puis, il y a eu une chose formidable, c'est qu'il y a eu un changement
de structure dans les hauts grades du RER. Et finalement, ce changement de structure a été bénéfique parce que la province d'Auvergne s'est dotée d'un maître provincial qui s'appelait Jean-Marc Pétillot et de René Doux comme visiteur général. Et l'un et l'autre, à leur fonction, ils ont mis de l'ordre et d'un seul coup, eh bien, le RER a commencé à revivre. Et puis on a vu des loges se créer. Et c'est essentiel parce que si l'obédience ne s'en occupe pas, et si l'obédience n'est pas là, aux côtés de la province, pour faire un travail, c'est valable pour les autres rites, hein. On l'a fait après, Pascal Berchot, président du Grand Collège, a fait un travail, je l'ai aidé du mieux que j'ai pu, après ma descente de charge, pour remettre de l'ordre dans le rite de style anglais à émulation, et après dans le rite écossais ancien accepté, où il y avait 3 grands suprêmes, le conseil de machin truc. Bon, et l'obédience a eu cette fonction informatique. Pourquoi ? Parce que on a un petit peu institué un principe philosophique qui est inscrit dans aucun de nos statuts, mais qui est le suivant. Nous avons la responsabilité, en tant qu'obédience, par rapport à un profane qui un jour va peut-être frapper à la porte d'un de nos temples, nous avons la responsabilité tellement essentielle de lui garantir un parcours harmonieux pendant toute sa progression initiatique. Et si à un moment, passé les grades bleus, on arrive à avoir des problèmes quand on arrive dans les autres structures, parce que à l'intérieur de ces structures se passent des choses qui sont indignes de l'ordre maçonnique le plus élémentaire, c'est l'obédience qui est responsable. C'est pas les structures de haut grade, c'est l'obédience qui doit imposer ce parcours harmonieux. Mais j'ai commencé à percevoir ça quand j'étais grand maître adjoint. J'en avais qu'une petite conscience. J'aimerais que tu nous parles également de ta grande maîtrise. Alors moi, quand je suis arrivé à la grande maîtrise, évidemment, j'étais pas tout à fait prêt, parce qu'on n'est jamais prêt pour ça. Parce que pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il faut rappeler ça un petit peu, c'est qu'on était désigné candidat au vote des loges au convent. Et les gens qui désignaient les candidats, c'était un petit groupe d'une douzaine de personnes, qui était le Grand Collège et le Conseil des Sages mélangés. Et ces gens-là décidaient, bon, on va prendre un tel. Et j'étais le seul candidat qui restait parce que celui qui avait été désigné s'était désisté. Donc j'ai pas été désigné. Je crois savoir d'ailleurs que personne ne voulait de moi. Non pas parce que les gens m'aimaient pas, mais les gens disaient, ben Bernard, il parle du bonheur tout le temps, il est sympa, mais il est un peu léger, quoi. C'est un mec sympa, bon. Et puis tout doucement, ben, je me suis préparé à ça, puisque j'ai été finalement désigné en septembre 2007. Mais pendant ma grande maîtrise, ayant vécu ce que j'avais vécu, et ayant conçu que c'était véritablement, je pense, une erreur de travailler comme ça, d'autant que ce système qui désignait le futur candidat à présenter au vote du convent était un système qui avait vécu, parce que nous avions entre-temps commencé à grossir tout doucement, et qu'on était passé de 2500 à 4000, quoi. Et quand on est 4000, même si ça a l'air d'être un besoin démocratique, il n'y a pas de démocratie en maçonnerie, on le sait très bien. Surtout les rites que nous pratiquons, c'est aristocratique. Mais on peut quand même avoir la conception d'habiller un petit peu les choses. Et on est passé d'un groupe de 12 personnes à un collège électoral. Ça fait 50 personnes. Ou 52 personnes, au lieu de 12. Le Conseil des Sages désigne quelqu'un, ce personnage va être présenté au vote de ce collège électoral. Et bien ce seul et unique candidat va être celui qui va être présenté au vote des loges. Et je pense que c'est mieux. Si on veut véritablement bien faire en sorte que cette obédience, quels que soient les rites qui soient pratiqués, que les frères s'y retrouvent et y soient heureux, il faut faire en sorte que les structures les plus élémentaires, les structures administratives, informatiques, financières, budgétaires, soient bien appréhendées. Et après 2 mois de grande maîtrise, il y a un individu qui s'appelle Pascal Berchot, qui était à l'époque uniquement membre du Grand Collège, qui est venu me voir en disant « J'ai un projet depuis longtemps, ça c'est la dernière année où ce sera possible, j'ai trouvé un terrain, ça serait bien. » Bon. Et avec lui, et il a pris des risques énormes pour l'obédience, et on a investi, on a
pris des risques financiers, mais très mesurés, parfaitement calibrés. On a fait un budget très précis. On savait exactement, grâce à un frère magnifique qui était Philippe Congémy, qui a piloté ça au niveau de l'architecture, et un frère architecte local, on a développé ce projet qui est maintenant un projet qui existe et qui maintenant d'ailleurs est totalement remboursé. On a essayé de donner une dimension un peu plus importante à notre obédience. Moi j'ai toujours dit que la philosophie générale de l'obédience, et plus spécifiquement financière, c'était de donner les moyens aux frères de notre obédience de pouvoir pratiquer ce pourquoi ils étaient venus. Si on prend un petit peu de zoom arrière, qu'on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on a vu dans la vie de l'obédience, eh bien, on voit qu'on est finalement dans le droit fil de ce qu'avaient voulu nos fondateurs, de cet esprit extraordinaire qui... C'est le manifeste de 58, où on ne le dit pas comme je le dis moi avec mes mots, mais on parle de bonheur maçonnique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que tout, c'est la liberté qu'on a eue de rentrer. C'est ce sentiment de liberté complète qu'on a eu. Bien sûr, une pratique assidue, bien sûr, le contact des autres. On n'a pas besoin d'être érudit pour être maçon. Et je pense que ça a été quelque chose qui s'est révélé au fur et à mesure. Je dis simplement, soyez authentique, soyez vous-même. Et qu'est-ce qu'on va donner un conseil à un jeune profane, à quelqu'un avec qui on va parler de maçonnerie, qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour entrer en maçonnerie? Tu vas faire confiance. Pour moi, la maçonnerie, c'est un truc qui est très simple. Hein, la maçonnerie, parce que les gens vous disent, mais la maçonnerie, ça vous a fait quoi à vous? Moi, ça m'a rendu un petit peu moins nul, peut-être, un peu plus ouvert vers les autres, un peu plus tolérant. Et puis, un petit peu moins égoïste, peut-être aussi. Et je vais leur dire... D'abord, c'est librement que vous allez rentrer, et si vous ne rentrez pas, c'est pas grave. Mais il y a une chose qui est essentielle, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que de monsieur Trougnard, pipette de base qu'on rencontre dans la rue, et que l'on sait qu'il a tel ou tel comportement qu'on va considérer dans le monde profane comme un peu moyen. D'un maçon, c'est juste impossible. D'accord? Ça veut dire qu'on va mettre la barre un petit peu plus haut. Mais qu'on le fait librement. On ne me demande pas, moi, d'essayer de sauter un peu plus haut que je ne sautais. Simplement, on met la barre un petit peu plus haut. Et de ce fait, on va s'obliger à certaines choses. Et c'est le début du travail maçonnique, ça. C'est un très long cheminement. C'est dur. Si on n'a pas de doute, si on doute de rien, c'est qu'on n'a rien compris au film. On va se poser des tas de questions. Et la magie de la maçonnerie, à la différence de l'Église, je crois, enfin, je me permets de dire ça, c'est que dans une loge bien conçue et dans des rites qui sont bien pratiqués, on aura toujours quelqu'un. Le parrain est essentiel, mais le surveillant de la colonne dans laquelle on est essentiel aussi. Les autres frères, on va être dans une équipe de gens. Et ça change un petit peu les choses. Et puis après, un jour, on découvre une pratique rituelite qui, d'un seul coup, va vous rendre un peu plus performant, d'un seul coup, va vous convenir mieux. Et puis peut-être une autre pratique maçonnique, où on va partir en courant, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherchait. Et on a ce devoir, je pense, en tant que maître maçon, d'essayer justement c'est pas du tout du prosélytisme, hein, et c'est pas de l'enrôlage, mais on a l'obligation, et c'est pour moi essentiel, de faire rentrer des profanes et en faire si possible des maçons heureux.